Bon, on continue avec les endomorphismes auto-adjoints. On va faire un rappel sur les endomorphismes particuliers qu'on a vus jusque-là, parce qu'on va les utiliser dans le sommet de ce chapitre, la, la décomposition polaire. Bon, ça va venir. Donc, un rappel, l'endomorphisme particulier. Donc, c'est un résumé des chapitres récents. Résumé, on a donc soit E un espace euclidien avec un produit scalaire de dimension n et phi un endomorphisme donc de E vers E. Et on va dans une base, donc on va choisir une base, soit B une base de E. On va le noter E1, En. Donc phi est donné par une matrice A est une matrice de la matrice de phi dans cette base B. Donc on va regarder comment phi et le produit scalaire interagissent pour toute x, y. Donc phi, par définition, x phi de y est égal au définit l'opérateur adjoint par une application qui donne l'égalité ici. Donc, phi définit un autre endomorphisme, phi étoile de E vers E qui satisfait par cette relation-là qu'on a écrit ici. Donc, si B, on a certaines bases qui sont meilleures que d'autres. Donc, si B est une base orthonormée, B-O-N, le produit scalaire devient très simple et donné par le produit de vecteur ligne x transposé par le vecteur colonne y. Donc, si ce n'est pas le cas, donc qu'est-ce qu'il y a? Sinon, B n'est pas une base orthonormée. Alors, pour le produit scalaire, on a x, y égale x transposé B, bon, B, pas une base, une matrice, donc B, Y, où ce B, c'est la matrice
on dit bah, la matrice de grammes qui a pour l'entrée P et J, c'est juste EI, EJ. Donc, si B est une base orthonormée, on a la matrice qui correspond à l'application et à l'application phi et A et bon, la matrice de phi. Alors, A transposé et la matrice de phi étoile. Donc, c'est le cas seulement si la base est orthonormée. Sinon, c'est pas le cas. Donc, il faut que la base soit orthonormée pour que A transposé soit la matrice de phi étoile. Donc, du coup, on peut regarder les cas particuliers d'endomorphisme qui satisfont certaines propriétés. On a donc cas particulier de phi. On a l'endomorphisme orthogonal. C'est un autre mot pour ça, c'est l'isométrie. Donc, on a pour tout x, y dans E, phi de x, y, phi de x, phi de y est égal à x, y. C'est équivalent à phi étoile phi égale l'identité. C'est équivalent à A transposé A égale la matrice identité. Donc ça, attention, donc c'est dans une base orthonormée. On remarque aussi que ça signifie que l'inverse de la matrice A, c'est le A transposé. Les colonnes, et encore, donc, que les colonnes de A forment une base orthonormée. Bon. Deuxième type d'endomorphisme particulier, c'est l'endomorphisme symétrique. Auto-adjoint. Donc, par définition, c'est l'endomorphisme qui
qui est égal à son adjoint, est égal à, pardon, phi de x, phi de y est égal à phi de x, y pour tout x, y dans l'espace. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a autrement dit que l'adjoint est égal à l'adjoint de phi est égal à phi et que A transposé est égal à A dans une base orthonormée. Bon, la matrice A est diagonalisable. Donc, c'est le théorème spectral. Alors, la matrice est diagonalisable dans une base de vecteurs propres espace propre correspondant à valeur propre sont orthogonaux 2 à 2. Bon, on a aussi vu la notion de symétrique positif. Donc S+, c'est défini quand x phi de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans E. Donc, c'est équivalent à la propriété que toutes les valeurs propres de phi sont positifs ou 0. Et il y a une notion donc, de symétrique défini positif. S++. Donc, c'est la même chose. Sauf que on a la propriété stricte au lieu de supérieur ou égal. Donc, strictement supérieur à 0. N'importe quel endomorphisme phi, on a regardé le cas, comment on peut produire les endomorphismes symétriques. On prend n'importe quel endomorphisme phi et son conjugué, son adjoint, en composition avec son adjoint, phi étoile, donne, donc on a la composition des deux, phi étoile phi,
est un endomorphisme symétrique positif. Et si M, donc si M est une matrice, est la matrice de phi, alors M transposé M, encore dans une base orthonormée, et matrice de M étoile, phi étoile phi. Et donc, on a une matrice évidemment symétrique. Donc, si de plus M est inversible, GLN R est un élément du groupe linéaire de matrices inversibles, alors M transposé M est dans S++. Donc, ça veut dire que les valeurs propres sont strictement positives et les valeurs des matrices sur n'importe quel de ces matrices, sur n'importe quel élément de E est positif. Bon, exemple. Oups. Exemple. Orthogonal. Bon, comment on peut produire des exemples des endomorphismes orthogonaux? Bah, il suffit de prendre n'importe quelle base orthonormée et écrire ces colonnes. Donc, disons, on a une base canonique. On prend n'importe quelle base orthonormée écrite dans une base canonique. Donc, base canonique, elle est orthonormée aussi. Donc, il suffit d'écrire les colonnes de cette base de vecteurs. Bon, et d'écrire les vecteurs de cette base en colonne, les coordonnées des vecteurs de cette base, cette base orthonormée en colonne pour avoir une matrice orthogonale. Bon, on a le vecteur V1, V2,
V3, Vn, et ensemble, ça va donner une matrice orthogonale parce que on a l'équivalence que les vecteurs colonnes d'une matrice orthogonale, ils forment une base orthonormée dans une base, ici c'est écrit dans une base orthonormée de départ. Bon, donc en dimension 2, on a quoi? On peut écrire A, donc deux vecteurs orthogonaux unitaires, tels que ils ont longueur 1 chacun et V1, V2 égale 0. Donc quelque chose de, je sais pas, de ce genre. Donc V1, V2. Alors, les coordonnées du premier, si c'est AB, donc le deuxième, ça va être moins BA. Et A carré plus B carré égale 1. Ou bien, on a A, B, le deuxième, ça sera B moins A. Et on a moins A carré moins B carré égale 1. Égale moins 1. Moins 1. Donc, si c'est une base directe, si V1, V2 est une base directe, ça veut dire que de V1 à V2, le chemin le plus court, ça passe contre l'aiguille du montre direct. Donc, ça répète la situation avec E1, E2. C'est juste, il suffit de tourner E1, E2 pour avoir V1, V2. Donc, si c'est une base directe, au sens trigonométrique, donc de V1 vers V2, il faut aller dans le sens trigonométrique. Alors, c'est une rotation. C'est une rotation. Et on n'a pas de vecteur propre. Pas de vecteur propre. En effet, il n'y a aucun vecteur qui est envoyé vers lui-même ou un multiple de soi-même quand on fait une rotation d'un plan. Donc, pas de vecteur propre, si ce n'est que pour une rotation, si ce n'est pas une rotation d'angle pi. Bon, si c'est une rotation d'angle pi, alors c'est le cas de symétrie centrale. C'est moins 1, 0, 0.
Et donc, la forme de la matrice, c'est cos θ sin θ moins sin θ cos θ et pas de vecteur propre. Car les valeurs propres ne sont pas réelles. Et donc, on a l'espace invariant, c'est tout l'espace dans ce cas de dimension 2. Donc, si la base V1, V2 n'est pas directe, étant directe, donc c'est de V1 vers V2, la distance la plus courte, c'est dans le sens de l'aiguille du montre. Donc, dans le sens trigo. Donc, c'est une base directe. Alors, c'est une réflexion. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris deux vecteurs d'une nouvelle base orthonormée et je dis qu'est-ce que ça donne comme élément du groupe orthogonal. Si je les écris dans une matrice en tant que colonne d'une matrice. Et donc le cas de rotation, on a regardé. Et là, maintenant, donc si la base est dans l'autre sens, donc le V1 vers V2, c'est pas comme E1 vers dans la base canonique, mais c'est le contraire, la base indirecte. On a une matrice symétrique, donc c'est une réflexion, ou plus généralement, on dit symétrie, et donc c'est une symétrie par rapport à une droite. Et la matrice est diagonalisable. Diagonalisable. En dimension 2, cette matrice, donc on a dit qu'il nous faut une base orthonormée, donc deux vecteurs orthonormés. Ça va être cosinus, sinus et de longueur 1. Donc, cosinus, sinus, sinus moins cosinus. Donc, ça, c'est la forme générale de la matrice. Donc, ça, c'est V1, V2. Et du coup, valeur propre, c'est 1 et moins 1. Et donc, le déterminant, c'est moins 1. Et on a, on peut le montrer, donc valeur propre, si on cherche, par exemple, cosinus θ moins 1, moins cosinus θ moins 1, sinus θ, sinus θ, sinus θ, donc ça c'est juste, je prends la matrice A et donc c'est 1 moins
l'identité, donc 1 fois l'identité, donc ça fait cela. Et si je regarde donc le déterminant de cette matrice, déterminant, je vais voir que ça donne, donc si je multiplie, ça fait cosinus θ moins 1 moins cos θ moins 1 moins sin carré θ égale donc moins cosinus, bon, 1 moins cosinus carré θ moins sinus carré θ, donc par les propriétés de cosinus sinus, c'est 0. Donc, cosinus θ moins 1 moins cos θ moins 1 sin θ a un vecteur propre on a la même chose avec plus 1. Donc, on a cos θ plus 1, cos θ plus 1, moins cos θ, sinus θ égale, bon, 1 moins cos carré θ moins sin carré θ. Donc, c'est égal à 0. Donc, c'est le noyau est non nul et il y a un deuxième vecteur propre. Donc, A possède un deuxième vecteur propre. Donc, il y a deux valeurs propres, 1 et moins 1. Et donc, A a un autre vecteur propre à valeur propre. Bon, ici, c'est moins 1. Moins 1. Et donc, il existe un V1 et V2 tel que AV1 égale V1 et AV2 égale moins V2. De plus, c'est une isométrie, donc A de plus comme AV1, AV2 égale V1, V2. Mais aussi, donc ça, si je fais les calculs AV1, c'est V1. Donc moi, donc AV1, AV1, AV2 égale V1 moins V2. Donc, on conclut que V1, V2 est égal à 0. La seule possibilité, parce que c'est la même quantité avec un plus et avec un moins de 20. Et donc, alors, V1 est orthogonal à V2. Et
c'est une réflexion par rapport à V1. Par rapport à la droite, portée par V1. Donc, on a V1 qui est son propre, qui ne change pas, et V2 qui est orthogonal. V2 qui est orthogonal. Donc, on a dit par l'aiguille de montre, V2, et qui donne l'action, ça donne la réflexion, donc le V2 opposé. Donc, ça, c'est V2 moins V2. Donc, moins V2, c'est l'action de A sur V2. Et donc, on définit la symétrie par rapport à un sous-espace engendré par V1. Donc, pour toute X, donc ça, c'était le cas de dimension 2. Donc, si on passe à dimension supérieure, on a, bon, pour tout X dans E, il existe la décomposition. Donc, si E, donc si on présente E, donc soit E, soit F en sous-espace de E, sous-espace vectoriel de E, alors E est égal à F produit, donc la somme directe avec F orthogonale. Et alors, pour toute X dans E, il existe un X1 dans F, il existe un unique, et il existe un unique, l'unique X2 dans F orthogonal. Donc, tel que X, c'est la somme des deux. Donc, X1 plus X2. Donc, la symétrie par rapport à F, est définie par l'action sur n'importe quel X, que X1 ne bouge pas et X2 change le signe. Donc, du coup, on a toujours les valeurs propres 1 et moins 1. Une partie de l'espace ne change pas, c'est F, le sous-espace. Tous les vecteurs de F sont inchangés et les vecteurs de F orthogonal, ils sont envoyés à leur opposé. Donc, on peut remarquer que les projections sur ces deux sous-espaces, soit les projections de E, donc on a vers ρ F et vers un F orthogonal, F et F orthogonal. Donc, on a E, donc ρ F de X est égal à X1 et ρ F orthogonal de X est égal à X2. Donc, du coup, on a SF égale ρ F moins ρ F orthogonal. On peut voir ça aussi que comme l'identité à laquelle on doit
soustraire 2 fois rho F orthogonale parce que l'identité, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des deux projections. Ou bien, c'est 2 rho F moins l'identité. Et on a S étoile égale S. Donc, S étoile, SF, c'est une symétrie par rapport au sous-espace F. Et de plus, SF au carré est égal à l'identité. Donc, ça, c'est évident parce que si on regarde comment ça agit, donc SF agit sur X, donc c'est X1 moins X2. Et si je le fais la deuxième fois, donc qui devient le X2 du résultat, c'est moins X2. Donc si je fais encore une fois, donc ça fait donc, SF, et je peux faire comme ça, donc X, SF me tourne le X2, ça me donne moins X2, mais la deuxième fois, ça va être X1 plus X2, donc ça c'est égal à X. Donc ça c'est la symétrie, c'est symétrique et orthogonale. Donc symétrique et orthogonale. Donc que S au carré donc, est égal à l'identité, c'est ça donne que c'est orthogonal avec la propriété que le conjugué, l'adjoint est le même. Donc, on a on dit que une symétrie est une réflexion. C'est une symétrie par rapport à un hyperplan donc la dimension de F est égale à n-1. Donc si on regarde un hyperplan, donc soit F un hyperplan, et E un vecteur unitaire orthogonal à F, alors la réflexion par rapport à F et S, par définition, SF, donc tout ce qui est dans F, ça ne bouge pas. Et on prend la formule l'identité moins 2 fois la projection sur l'espace orthogonal. Mais l'espace orthogonal est engendré par un seul vecteur. Donc la projection sur cet espace, c'est x, le produit scalaire x avec E fois E. Et donc la matrice de réflexion dans une base orthonormée, dans une base
adapté à la décomposition. Donc, c'est-à-dire que les n-1 premiers vecteurs sont dans F. F orthogonal. Et le dernier, c'est E1. Bah, c'est le vecteur E, le dernier vecteur. Bah, alors, la matrice va être juste 1, 1, etc. 1. Et le dernier, moins 1. Et le reste sont 0. Donc, un endomorphisme, mais l'endomorphisme symétrique et orthogonal, c'est assez rare. Auto-adjoint. Bon, l'endomorphisme symétrique. N'est pas forcément orthogonal. Forcément. Donc, on n'a que la condition. Donc, condition S étoile est égal à S, mais pas S étoile S égale l'identité. Donc, pour le symétrique, A transposé A est égal à A dans une bonne. En dimension 2, c'est facile. Toutes symétries sont des réflexions. Et alors, s'il y a deux vecteurs propres faisant une base orthonormée, alors la matrice est diagonalisable. Bon, donc on est prêt pour aborder la décomposition polaire. Ça vient. Il nous reste juste ça. Bon, dans la prochaine partie.